entier. Des dizaines de désespérés se jettent du 70e étage. Il m'a fallu 50 minutes ensuite pour descendre et j'en suis ressorti par miracle puisque les gens qui sont partis au même moment que moi et dont je revois la silhouette dans la dévastation qui encombrait les couloirs du World Trade Center n'en sont malheureusement pas sortis. Et moi, je suis sorti au moment où la tour numéro 2 s'écroulait. En moins de 30 minutes, les deux tours vont s'écrouler. Les Twin Towers, symbole de la puissance américaine, sont rayés de la carte. New York, sous les cendres. D'autres immeubles, fragilisés par l'onde de choc, s'écroulent à leur tour. Le quartier des affaires de New York ne ressemble plus qu'à un terrain de guerre. C'est le chaos, les images semblent irréelles. Une silhouette calcinée, c'est tout ce qu'il reste des Twin Towers. L'attentat a fait 2800 victimes, dont les passagers des avions. Ce jour-là, l'Amérique traumatisée déclare la guerre aux terroristes. Un nouveau millénaire va se dessiner dans la peur. Ton sale argent, le voilà. Prends-le. Compte-le et fous le camp. Écoute, ne reviens jamais rôder par ici, ou je t'abattrai comme un chien. Attention! Je vais retourner à la maison, Sean, et te préparer le dîner.
Toute pensée révolutionnaire qui ne commencerait pas par dire qu'elle a pour volonté première d'abolir l'argent devrait être immédiatement considérée comme pensée pseudo-révolutionnaire qui continue toujours encore de rouler pour le capital. Quant à moi, c'est fait. S'impose aussitôt néanmoins la précision suivante. Si la révolution nous semble aujourd'hui à ce point essentielle, c'est moins par amour de ce qu'elle pourrait encore contenir d'un prophétisme romantique dépassé que par l'impérieuse nécessité de maîtriser la chute de ce qui agonise déjà, le capitalisme. Rien ne viendra plus sauver un système entré dans sa crise finale depuis au moins 30 ans. Tous les signes de la phase historique où nous sommes tendent à montrer que les jours de cette société sont à présent comptés. Plus la célérité systémique du spectacle augmente, plus vite aussi nous approchons de son extinction finale, sans qu'aucune lutte y soit même encore obligatoirement contributive. Les altermondialistes eux-mêmes ne combattent qu'un épouvantail vigoureusement agité devant leurs yeux par les médiatiques de tous bords. La mondialisation n'est pas un phénomène en cours d'exécution qu'il serait toujours possible de ralentir ou stopper, mais une réalité effective depuis longtemps déjà. Pour le dire autrement, il n'y a pas de mondialisation, puisque le mot même sous-tend qu'il s'agirait d'un mouvement en train de se réaliser ici et maintenant, quand c'est à la Renaissance qu'il eut réellement lieu. Mais il y a un monde unique, uniquement unifié par la marchandise et sa circulation mobilisante. Là où apparaît la chimère d'une mondialisation en cours, il n'y a véritablement rien d'autre qu'une amélioration technique. L'accélération incessante et ronflante du langage de la valeur, son étalement obscène qui avait déjà recouvert toutes les sphères du vivant d'un voile falsificateur, le capital, depuis 150 ans au moins, et qui continue seulement de le faire toujours plus vite. Yep, Roger. What range do you have? And Roger. Had a laser range on it. Auto range. Fuck. Better. Range auto. Alright, got auto range on it. Roger. Yeah, Roger. Engaging. Got him. Good. Second one. Hit the other one. Hit the truck. Le langage de la valeur, c'est le signalétique. C'est pourquoi le signal pur est lui-même devenu la marchandise dernière, par quoi il faut entendre aussi l'objet premier des échanges mondiaux. En sorte que, et contrairement à l'appel lancé par quelques imbéciles faussement contestataires et réellement désireux de trouver leur place dans le système, il ne peut aucunement s'agir pour le révolutionnaire de devenir les médias. Devenir les médias, cela consiste à s'assumer ouvertement comme signal, c'est-à-dire en tant que marchandise absolument. Il ne s'agit d'ailleurs pas plus pour l'écœuré authentique de se tourner vers aucun autre des systèmes de substitution quelconque si souvent étalés par toutes les fausses consciences de l'époque. D'attaque à José Bové, c'est seulement la misère outrancière d'un âge effectivement misérable qui continue de baver misérablement sa misère même. La taxe Tobin-des-Bois défendue par les enthousiastes mondains du diplomatique veut seulement créditer d'un nouveau pansement à crédit l'effondrement même du capitalisme. L'idée n'a pas fini de faire rire jusqu'aux traders sautant du World Trade Center pour échapper aux flammes de leur asphyxie. Non, rien ne doit permettre encore sous quelque modalité que ce soit le maintien dogmatique de la valeur d'échange. Le troc, le sel ou quelque autre nom qui viendrait seulement dissimuler la vérité première de cette doctrine économique n'est jamais finalement que l'origine même de la valeur d'échange. Le commerce équitable, lui non plus, ne nous acquitte de rien. Il continue seulement de fétichiser la marchandise en la désignant d'emblée comme étant l'unique moyen pour le locataire du tiers-monde d'échapper à sa misère. Jamais dit, non, jamais média dit qu'il rejoindra la nôtre et encore avec peine, puisqu'il est surtout patent qu'il aura plus souvent l'occasion de se tenir dans les deux misères en même temps. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort. Avec
la nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur super Timor. Les insectes sont déjà morts. Super Timor avec sa nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort. Le numéro 1. Savoir depuis Marx au moins ça que sans une armée salariale de réserve, le capital se sent menacé, et qu'en effet cette situation pratiquement donnée, il l'est. L'opération magique, la magie noire à l'origine de tout profit ne peut se faire qu'à partir d'un capital variable, les employés, que l'armée de réserve inemployée garantit toujours et toujours bientôt au moindre coût. Patientez un peu, que diable, on arrivera sûrement à embaucher tout le monde. Il n'y a pas un seul maçon sur la liste. Eh ben, oui, Richie. Je suis là. T'es embauché. Je suis embauché? Oui, comme colleur d'affiche. Prends-toi au centre d'affichage. Tu leur remettras cette carte. Et surtout, apporte ton livret. Et nous alors, y a rien? Depuis le temps que j'étais au chômage. Dis donc, quand c'est qu'on me prend? Il y a encore 2 places de tourneur, mais t'es pas tourneur, toi. Non, je suis soudeur à l'autogène, c'est pas une raison, je veux quand même pas crever de faim. C'est bien, mais moi j'y suis pour rien. Hé, Richie, n'oublie surtout pas que tu dois te présenter avec une bicyclette. C'est marqué sur ta feuille. Une bicyclette? L'inemployé n'est pas déployé, il ploie sous l'emploi de son assignation à la réserve. D'ailleurs patent que toutes les tentatives révolutionnaires de la fin des années 60 naissent pour l'essentiel des conditions historiques de cette époque. Veut dire par là qu'étant donné la quasi-absence de chômage de ce temps et aussi bien la perte de vitesse de la mondialisation depuis que la plupart des colonies avaient échappé à l'Occident, ce qui n'a pu là aussi en premier coter à des capitalistes de plus en plus concentrés une grande part de la réserve réserviste reversée à tatinée salariale la plus utile à leur profit, parce que la plus misérable, toutes les circonstances ou presque étaient alors favorables à la Révolution. Son échec, pour autant qu'il nous a laissés dans l'enfer actuel, ne l'a fait cependant qu'en obligeant le capitalisme, Paris, Tokyo, New York, Londres, Bruxelles, Berlin, Madrid et tutti quanti quantité boursière, à accélérer une transition historique à laquelle il n'était pas encore préparé. D'où qu'il fut contraint tout au long des années 70 à la guerre civile et civile dans les pays les plus avancés, et plus particulièrement en Italie. Comment depuis il a vaincu? Reformation d'un chômage massif et recolonisation économique accélérée. C'est aussi comme il s'agit là des premières conditions de sa défaite prochaine. Le capitalisme en effet n'a obtenu cette victoire qu'au prix de sa propre désillusion. Tout le mouvement de sa reconquête du monde lui interdit définitivement d'être aimé et l'oblige à découvrir son impossibilité structurelle propre. Il ne peut survivre que de la misère d'une grande masse de la population terrestre et des délocalisations qu'elle permet. Mais chaque délocalisation est en même temps l'enrichissement plus ou moins rapide de cette masse qui finit à son tour par lui coûter trop et limite l'accumulation du capital. D'où que les spéculations financières ont pris le pas sur la production. D'où aussi que le néolibéralisme s'est installé dans la plupart des pays riches comme la dernière politique possible. Il s'agit d'y supprimer la plupart des acquis sociaux afin de retrouver une production rentable. Mais cette politique est sans avenir. Elle est seulement le dernier soubresaut d'une bête à l'agonie, et elle sait qu'elle l'est. Les capitalistes ne cherchent plus même à sauver le système. Ils se contentent de gagner du temps pour préparer un terrain favorable au maintien de leur domination dans le système différent qui va suivre inévitablement, et dont ils discutent actuellement la forme et les modalités de mise en place.
Ce n'est évidemment pas l'irruption d'un cutter en plein vol qui fit tomber 2 tours, mais les 2 tours elles-mêmes qui furent dépassées par la célérité mobilisationnelle toujours plus vive qu'elles appellent de leurs vœux. Les tours à traders ont perdu tout contrôle parce qu'une telle vitesse agéographise le monde, détruit automatiquement tout lieu. Le World Trade Center n'avait lieu que de rendre sans lieu tout autre être au monde. Sa chute en découle. Encore faut-il préciser qu'une telle chute, si elle a eu le mérite bel et bien révolutionnaire de décoder un temps le signal fiscalo-marchand qui agissait là, en lui retirant d'un coup son territoire origine, ne l'a fait qu'au prix d'un surcodage paranoïaque de ce même territoire, comme Ground Zero, terre source, terre mère, terre père, point premier, signalant 1 du néant, Ground Zero. Dès lors, nous saisissons combien tout dans cet effondrement aura été, en dernier, contre-révolutionnaire, absorption de plus-value nécessaire à la survie du capital et surterritorialisation de l'agéographisation mobilisante. Mais bref, la guerre sociale qui verra quoi qu'il arrive la fin du système capitaliste actuel est commencée. La tâche des révolutionnaires consiste à ne rien laisser s'installer de ce qu'ils nous préparent pour substituer à son enfer un autre enfer dont nous mettrions des années voire des siècles à nous relever. Il est même encore plus probable que nous serions dans l'impossibilité de nous en relever, puisqu'il est patent que les marchands du monde envisagent dès maintenant les technosciences comme le plus sûr moyen de remodeler définitivement l'être humain à leur convenance. Ce qui signifie qu'ils aspirent plus que jamais à détruire l'humanité au profit d'un pseudo-surhomme biodomestiqué. Il n'y aura pour l'écœuré nul retour ici. L'écœurement est une dépense, c'est son éternel retour.